Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre de revenir après 7 mois sans vidéo. Oui. Je voulais me remettre à filmer tout simplement parce que je me rends compte que à force de ne pas le faire, tu repousses de le faire et tu te dis bah en fait j'ai quand même toujours des choses à partager et à filmer parce qu'en fait il se passe encore énormément de choses. C'est juste que j'ai un peu l'impression d'être dans un rouleau compresseur ou pris dans une vague et que du coup je n'arrive pas à faire ces choses-là. Et donc là, j'y pense, du coup je le fais. Si vous débarquez, je m'appelle Marianne ou Moula Causé. Je suis la créatrice de cette chaîne YouTube Moula Causé et d'un blog qui s'appelle Moula Causé aussi, www.moulacausé.com. C'est un projet que j'ai commencé fin 2016 et que je continue à perpétrer, à alimenter, à faire exister, à créer du lien encore maintenant. J'ai été plutôt absente ces derniers mois parce qu'en fait pendant 7 mois j'ai accompagné ma mère adoptive dans son parcours et dans son process de fin de vie. Fin juin, début juillet, on lui a diagnostiqué un cancer au stade 4 avec déjà des métastases et en fait directement on l'a accompagné. Peut-être que je vais pleurer à un moment donné, je ne sais pas, mais vraiment ça me fait super bizarre de me le dire. Parce que j'ai toujours le sentiment que ça s'est fait en un clin d'œil quoi. Elle est décédée. On lui a annoncé son diagnostic fin juin, plus exactement le 28 juin, et elle est décédée le 17 janvier 2025. C'est en un claquement de deuil, on a cligné des yeux et voilà, ça s'est fait. C'est pas la première fois que j'accompagne un parent dans sa fin de vie, puisqu'il y a 25 ans on a accompagné notre père aussi par rapport à un cancer, mais ce qui est très différent cette fois-ci, c'est que lui, on a eu quelques années pour s'y faire. On lui avait diagnostiqué et entre le diagnostic et son décès, je pense qu'il y a eu 3 ans. Moi, à titre personnel, j'étais au courant 1 an et demi avant qu'il décède, parce que moi j'étais dans les plus petits, donc je pense qu'ils ont d'abord annoncé aux plus grands, et moi qui à l'époque j'avais 9 ans, j'allais sur mes 10 ans quand il est décédé. Comme j'étais dans les plus petits, on nous a vraiment annoncé quand c'était vraiment trop compliqué et qu'il y avait plus moyen en fait, et que aussi il fallait l'hospitaliser à la maison. Et donc résultat, on a été mis au courant les plus jeunes et donc on l'a accompagné vraiment dans 1 an et demi, 1 an. Chez nous avec un lit hospitalier, etc. Et donc du coup ici il y a un autre aspect, je trouve, c'est que c'est pas du tout une fin de vie, c'est unique, ça représente vraiment selon la personne, selon le diagnostic, selon le corps aussi et l'autonomie de chacun chacune, et donc on peut avoir déjà vécu ça une fois et pour le second parent être tout aussi désarmé et paumé. Et j'ai vraiment eu ce sentiment là ces derniers mois, c'est d'être paumé et en même temps de me dire qu'en fait il faut le faire. C'est pas qu'il faut le faire, c'est que j'avais besoin de le faire parce que même si nos liens avec ma mère adoptive étaient assez complexes, pendant un long moment ont été assez rudes à faire avec, et j'en avais déjà parlé sur le blog ou en vidéo.
tout ce que je partageais, elle le savait. J'ai toujours été une personne qui préférait d'abord parler à la personne concernée avant de plus ou moins parler à titre personnel, tout ce qui se jouait en moi, etc. Mais je vais toujours voir la personne d'abord avant de parler, par exemple ici, ou d'écrire dessus, parce que c'est une question de respect pour moi, ou en tout cas c'est ma manière de fonctionner, et encore une fois ce n'est que mon point de vue situé, donc ça veut pas dire que tout le monde doit faire ça, sincèrement, c'est juste que personnellement c'est ce qui me met le plus à l'aise quand j'interagis, surtout avec des proches. Et donc quand j'ai appris qu'elle était malade et que et qu'il allait on devait l'accompagner, et qu'aussi il y avait un côté où il y avait aucune issue. En fait, la seule issue, c'était on savait bien qu'elle allait décéder, qu'il n'y avait pas de possibilité de rémission. Et ça a été très difficile parce que on apprend le cancer, elle l'apprend elle-même. Déjà pour elle, j'ai trouvé ça très dur, vraiment du jour au lendemain. Et puis nous, ses enfants, on l'apprend, et du coup directement on se dit en fait je vais l'aider pour ce que je peux, l'aider au minimum de ce que je peux, au maximum de ce que je peux aussi, parce que on sait que ça dépend pas de nous. La santé, c'est vraiment une notion qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, on ne sait jamais en fait ce qui va advenir. Ces derniers mois, ces dernières années, pour l'avoir aussi vécu de proche ou moins proche, ou de connaissances, je trouve qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par le cancer, avec des issues tellement diverses et variées, que du coup ici, le fait que ce soit vraiment tel quel, qu'on nous dise que il y a déjà des métastases, en fait l'objectif c'est de limiter la généralisation du cancer, et qu'on va faire notre maximum pour l'aider. Et franchement, ça a fait du bien de me dire qu'elle était vraiment hyper bien accompagnée au niveau des soignants, soignantes, les médecins, les infirmières, les équipes, etc. Franchement, ça me fend le cœur de voir à quel point on se rend pas compte à quel point on a besoin d'eux, et qu'au niveau étatique et politique et économique, on ne finance pas assez bien en fait ces secteurs, alors que en fait ils portent énormément et on a beaucoup besoin d'eux. Je me rappelle la première fois quand je l'ai accompagnée à sa chimio, de voir, c'était un lundi, et on faisait la file en fait pour avoir les chimios. Il y avait énormément de monde, de personnes âgées, de personnes plus jeunes, de personnes... Franchement, je me suis dit c'est une réalité que j'avais jamais vécue, et de voir qu'on fait la file pour avoir sa chimio, et que les équipes sont humaines et essayent d'être là un maximum pour nous, mais tu sens bien aussi qu'en fait comme il y a de moins en moins de personnes, parce que en fait c'est tellement fatigant et prenant, qu'il y en a beaucoup qui soit se changent de voie, soit sont en maladie, parce que ça ils prennent sur eux, et à un moment donné ça craque quoi. Et du coup il y avait peu d'infirmiers, infirmières qui ce jour-là, et donc tu voyais bien que ça courait dans tous les sens, et c'était pas faute de pas vouloir, c'était juste que voilà, il y avait énormément de monde. Franchement je suis hyper reconnaissante des équipes, des personnes qui ont pris soin d'elle, qui l'ont accompagnée, qui l'ont soignée, qui l'ont aidée vraiment. Ce qui a été difficile aussi, c'était de voir à quel point en fait le diagnostic lui a coupé la mobilité, puisque elle a été diagnostiquée le 28 juin, et genre une semaine à 10 jours après, elle ne savait plus marcher.
elle ne savait plus marcher, donc du coup en termes d'autonomie ça change tout. Au tout début on s'était dit ah ça y est, on va faire comme avec notre père, on va la ramener à la maison et on va être là pour comme ça elle est dans son environnement habituel et ça va peut-être lui donner de la force, etc. Mais en fait ça l'a tellement coupé les jambes, littéralement et émotionnellement, qu'en fait, du coup, on l'a plutôt amené dans un centre de soins où là, on y allait vraiment régulièrement. Genre, j'ai deux de mes sœurs, elles y allaient tous les jours. Moi qui habite un peu plus loin et qui n'ai pas la même mobilité et qui en plus aussi pour le coup j'avais ma blessure en même temps. J'avais eu ma blessure au pied parce que j'ai une plaie un ulcère de compression au pied gauche depuis début juin, vers le 10 juin. Et du coup je me rends compte aussi que j'étais tellement... en fait, j'avais besoin d'être là pour elle, que du coup, j'ai un peu switché et tout le moment où en fait elle était là, j'ai un peu lâché le truc. Je prenais soin, je faisais mes pansements, etc. Mais je faisais pas plus attention que ça et donc du coup, quand j'arrivais à marcher, j'y allais et donc l'été, j'ai passé mon temps en fait à aller la voir un maximum. Ouais, 3 fois par semaine. Quand je pouvais plus, je le faisais. Je vais peut-être pleurer. Mais en fait, c'était essentiel pour moi qu'elle sente qu'on était là. Que si elle avait besoin de quoi que ce soit, on était là. Que si on pouvait lui donner de la force pour se battre parce qu'elle s'est battue, vraiment, elle s'est vraiment battue. Ça m'a fait repenser à quel point en fait j'imaginais tellement pas ça pour elle. Parce que en fait je trouve que c'est une personne qui a tellement vécu énormément de choses rudes. Parce que c'est quand même une femme qui est née dans les années 50 au Rwanda. Elle est née avec un handicap congénital aux mains et aux deux mains et aux deux pieds qui ont fait que elle a dû vivre avec énormément de validisme et le fait de s'assumer, d'être là, de porter sa voix, de juste prendre la place, c'était énorme en fait. Et elle a rencontré notre père, ils se sont mariés, elle a été vivre avec, puis après ils se sont mariés, ils ont fait agrandir leur famille, etc. Et puis ils sont arrivés ils ont voyagé dans différents pays d'Afrique, etc. Puis après ils sont arrivés début des années 90 en Belgique, s'installer dans un petit village de la province de Liège en étant la seule famille avec des personnes noires. Elle a fait sa carrière avec des enfants parce qu'elle gardait les enfants, elle faisait les garderies. Elle a toujours apprécié, vraiment apprécié d'être dans ce domaine. Et de rencontrer les parents, d'échanger avec eux, elle a fait toute sa carrière et donc c'est aussi se présenter au monde en tant que femme noire dans un petit village, à véhiculer constamment une bonne humeur et être là pour les enfants. Je trouve que c'est pas rien. Et malgré les douleurs aussi, puisque c'est une personne qui avait des douleurs chroniques de par son handicap et ce que ça comprenait. Je me rappelle un truc qu'elle m'a dit et je suis extrêmement reconnaissante et touchée de ce qu'elle m'a dit, c'est que le fait qu'elle elle suivait ce que je faisais comme boulot, que certaines fois elle lisait ce que j'écrivais et qu'il y avait des choses qu'elle se rendait pas compte que c'était ça le mot qu'elle avait vécu,
vu qu'on est toutes les deux des femmes noires en situation de handicap, mais en termes de génération, on n'est pas la même. Elle est décédée à 70 ans, moi j'ai 35 ans. Et donc il y a certaines choses dans mes écrits, dans mes paroles et dans mes prises de parole publique quand je parlais avec elle ou quand je lui donnais des feedbacks, parce qu'elle me demandait comment ça s'était passé, mes conférences, etc. Elle me disait, en fait, j'avais jamais pensé que c'était ça le mot, mais en fait, ce que tu dis, je l'ai vécu, je vois ce que tu veux dire, ça me... Et donc, du coup, de se dire que il y a une transmission qui se fait aussi dans ce sens-là, de l'enfant vers le parent. On a beaucoup parlé ces derniers mois, on a beaucoup parlé de tout et de rien, de choses légères, de choses plus profondes, de ce qu'on voulait, le fait qu'on était, qu'on s'aimait et que je voulais l'aider le mieux possible. Je sais que j'arrive avec vraiment mes larmes et tout, mais je pouvais pas revenir et faire comme si de rien n'était, parce qu'en fait pendant 6 mois et demi, j'ai accompagné ma mère adoptive et je suis très très contente de l'avoir fait. Je suis très très contente de l'avoir fait, mais c'était dur de l'avoir aussi mal, parce qu'elle a eu beaucoup de douleurs. Et je trouve que ça a été très violent en fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'imaginais pas, plus jeune, et même maintenant encore, dans ma tête je me disais qu'elle allait décéder de vieillesse, quoi. Je veux dire, les morts, elle est un décès doux si on veut, qu'elle vive jusque, je sais pas, moins 80, etc., ou même plus, et qu'elle s'endorme sans trop de douleur, et voilà, je l'imaginais plus comme ça, étant donné en fait le fait qu'elle avait vécu vraiment beaucoup de choses assez difficiles de par ses étapes de vie, le fait qu'elle ait perdu aussi une grande partie de sa famille durant le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en avril 1994, le décès de son mari 5 ans après. Il y avait un côté où je me disais ça suffit, quoi. Elle a déjà assez vécu de coups durs, d'horreur, de traumatisme, etc. En fait, je voulais juste que ce soit tranquille pour elle, et c'est ce que j'ai essayé en fait ces derniers mois, que ce soit le plus doux pour elle le plus possible, parce que malgré la violence de ce qu'a été la maladie pour elle en fait. Et je me suis dit, si je peux de ma place lui apporter un peu de douceur, un peu de moments où elle peut juste se poser, c'est tout ce que je voulais. Et je pense qu'elle l'a vraiment senti, parce que ces derniers mois ça a vraiment été super super entre nous. Je suis contente d'être que nos liens c'est pas la maladie qui a fait que ça s'est apaisé, ça faisait déjà quelques années. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on avait fait on a fait le podcast ensemble il y a 1 an. Ça faisait déjà quelques temps que c'était plus tranquille, qu'on se reconstruisait, qu'on trouvait notre nouvel équilibre. Mais là, je suis assez fière de nous deux en fait, d'avoir su clôturer notre lien physique, parce que je pense qu'elle est toujours avec moi, quoi. Je veux dire, je pense que oui, elle est toujours là avec moi, même si physiquement elle n'est plus là. Et que ça fait super bizarre. Ça fait vraiment super bizarre depuis le 17 janvier, de plus la voir, de plus aller la voir au centre de soins, ne plus l'accompagner à ses chimios, ne plus avoir de conversation avec elle, ne plus aussi pouvoir l'appeler pour juste lui demander comment ça va, avec son expression après chaque coup de fil, on s'appelle et on se fait une bouffe.
Ça me manque en fait son expression qu'elle me disait à chaque fois qu'on terminait en appel. Ça fait bizarre en fait, ça fait bizarre aussi de se dire que j'ai 35 ans et que que mes parents sont plus là. Je sais qu'il y en a plein de personnes qui sont dans le cas, soit, et qui ont même des fois, c'est même plus jeune et tout. C'est juste que ça fait très bizarre de se dire que voilà, la ligne de filiation n'est plus là. Physiquement, ils sont plus là. Ouais, voilà, c'est plus là, c'est plus possible. Ça fait bizarre, ouais, de plus s'appeler, de plus être là pour l'aider, pour l'accompagner, pour essayer que ce soit cool pour elle. C'est vraiment bizarre, c'est un vide. Mais en même temps, je suis contente parce que elle souffrait beaucoup. Elle souffrait vraiment beaucoup. Et ça me faisait mal pour elle qu'elle ait aussi mal. Donc du coup, au moins, elle a plus mal. Mais franchement, ça a été violent. Comme tout est arrivé comme ça. Mais en même temps, je me dis, on a quand même eu 6 mois et demi pour être là, en fait. Pour se dire au revoir, pour être là. Chacune, l'une pour l'autre. Et je suis même reconnaissante d'avoir pu avoir ces 6 mois et demi, parce qu'il y a des personnes qui l'ont même pas, ou du jour au lendemain, c'est un accident, c'est une crise cardiaque, etc. Et donc t'as même pas le temps. Ici, on a eu 6 mois et demi, et je trouve que même si c'est rude et que tu sais l'issue, au moins on l'a eu ce temps. Donc voilà. Et c'est pour ça, que j'avais du mal à revenir. Là, on est en mars. Je reprends petit à petit le fil de ma vie personnelle et professionnelle. J'essaye de faire un pas après l'autre. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Hier, on a été faire le premier rendez-vous pour la succession. Et franchement, c'est des rendez-vous, je trouve, assez rudes. Et que je savais sur le principe que ça allait arriver, mais c'était assez costaud. Et donc là, je suis un peu explosée par ça, mais bon, j'ai quand même pris la caméra et je me suis dit, ok, je vais me filmer, donc voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je vois que ça commence à tourner. Mais voilà, je trouve que c'était une vidéo où je voulais en fait revenir de manière honnête, parce qu'en fait mon absence c'était ça. J'ai disparu de YouTube parce qu'en fait ma mère adoptive avait besoin que je sois là, et j'ai été là, et ça faisait sens pour moi, et maintenant elle est décédée et ça fait très très bizarre, c'est très très difficile. Voilà, mais petit à petit ça va aller mieux, et je suis contente, je suis vraiment contente de l'avoir connue, de l'avoir eu dans ma vie. Tout n'a pas été facile tout le temps, et c'est aussi ça que je trouve la vie des fois, c'est que on peut aimer très fort des personnes pour la complexité que ces personnes sont, et moi c'est le cas pour ma mère adoptive. C'est que vraiment je suis heureuse de notre lien, et imparfait mais pourtant bien là, et je suis très fière de nous, de la manière dont on a clôturé ça, et j'espère que là où elle est là, elle est en paix, que c'est plus doux, qu'elle n'a pas mal. Et ce que je pense aussi, j'espère qu'elle a retrouvé notre père surtout, parce qu'elle a jamais refait sa vie.
après son décès. Elle a toujours été en amour de lui. Et donc j'espère qu'ils se sont retrouvés aussi. Et voilà. C'est désolée pour le sujet assez costaud que c'est, mais voilà, je vais clôturer ici et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous avez apprécié, ou en tout cas qu'il y a des choses dont j'ai parlé qui font écho aussi à vos parcours ou non, mais que ça vous parle, bah, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Si vous vivez aussi pour le moment un deuil parental, ben, sincèrement je vous soutiens, je vous envoie plein de douces pensées et je suis avec vous j'espère que vous allez au mieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais petit à petit revenir à ma manière comme je peux et comme je le sens, mais merci en tout cas pour les personnes qui sont toujours abonnées n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut être utile auprès de votre entourage et voilà, c'est un fémage à ma mère adoptive et j'espère que là où elle est bien et qu'elle est accompagnée de notre père. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre pour clôturer. Et merci de m'avoir regardé, visionné, écouté et à la prochaine. Bye.